De toute façon, maman, à ton âge, tu ne comprends plus rien. Signe et laisse à nous gérer. La phrase m'a traversée comme une lame froide, nette, sans hésitation. Je me tenais dans leur cuisine, pas la mienne, pas celle où j'avais appris à nourrir et à rassurer, mais une cuisine moderne, brillante, où chaque objet semblait à sa place, sauf moi. Mes mains étaient encore humides d'avoir rincé une tasse. J'avais gardé le torchon dans les doigts, comme si ce morceau de tissu pouvait me servir d'encre. Devant moi, sur la table, il y avait une feuille imprimée, déjà alignée, déjà prête, avec un stylo posé dessus, comme une injonction. Alors, Julien, mon fils, restait debout, les épaules légèrement avancées, le regard fuyant. Et Sophie, ma belle-fille, était assise, jambes croisées, l'air de quelqu'un qui attend qu'un dossier se clôture. Elle faisait tourner le stylo entre ses doigts avec une impatience tranquille, une impatience de propriétaire. J'ai baissé les yeux sur le papier. Les mots étaient longs, administratifs, et c'est précisément cela qui me terrifiait. Cette langue propre, neutre, qui ne tremble jamais, même quand elle vous prend la vie. Mandat, autorisation, gestion des comptes, représentation auprès des organismes. Une procuration. Une main tendue déguisée en corde. C'est juste pour te simplifier la vie, a ajouté Julien, trop vite, comme s'il répétait une phrase apprise par cœur. On s'occupe de tout. Tu seras tranquille, tranquille. Ce mot-là, il l'utilisait comme on utilise une couverture pour étouffer un cri. Tranquille, ça voulait dire ne pose pas de questions. Tranquille, ça voulait dire laisse à nous décider. Je me suis assise doucement, parce que mes jambes ne me portaient plus de la même façon depuis quelques mois, mais aussi parce que je ne voulais pas leur offrir le spectacle d'un vacillement. Dans ma poitrine, mon cœur battait trop fort, trop haut. Je sentais ma gorge se serrer. Cette brûlure qui précède les larmes. Pourtant, rien ne coula. Je me suis surprise à rester sèche, comme si mon corps avait choisi une autre défense, se figer. Je vais lire, et à jeudi. Sophie a soufflé, un petit rire sans joie. Lire? Mais maman, c'est du charabia. C'est standard. Tout le monde fait ça. Tout le monde. J'ai reconnu la vieille stratégie. Transformer un abus en habitude, transformer une violence en geste banal. Tout le monde. Donc toi aussi. Et vite. Je les ai regardés, l'un après l'autre. Julien, mon enfant, celui dont j'avais essuyé les joues, quand il avait peur de l'orage. Sophie, cette femme qui avait pris une place dans notre famille comme on pose un drapeau. Et j'ai senti, d'un coup, quelque chose se déplacer en moi. Une petite porte, minuscule, presque invisible, qui s'ouvrait sans bruit. Parce que ce n'était pas seulement la phrase, ce n'était pas seulement le stylo. C'était leur manière de me regarder. Comme on regarde un meuble qu'on veut déplacer. Et comme on regarde un problème à régler. Dans leurs yeux, je ne voyais pas de souci. Je voyais de l'impatience. Et derrière l'impatience, je voyais l'appétit. Je la lirais quand même. Et je répétais, plus doucement encore. Je me suis penchée sur le texte. Mon nom était là, mon adresse, mon numéro de compte. Mes informations étalées comme des pièces sur une table de jeu. J'ai lu chaque ligne, lentement, en silence. Et, à mesure que je lisais, la honte montait. Pas la honte d'être ignorante, non. La honte d'être traitée comme si j'étais déjà à moitié absente du monde. Julien a tapoté du doigt sur le bord de la table. Maman, tu compliques? Ça ne sert à rien de te fatiguer. J'ai levé les yeux. Je ne suis pas fatiguée de lire, Julien. Il a cligné des yeux, surpris, comme si la phrase ne correspondait plus au rôle qu'il avait prévu pour moi. Sophie a penché la tête, et son sourire s'est durci. Tu sais, si tu refuses, on devra faire autrement. On ne peut pas te laisser gérer seul. Ce serait irresponsable. Irresponsable. Voilà le mot. Celui qui vous enlève votre autorité, votre dignité, votre droit d'être une adulte. J'ai senti un frisson me parcourir la nuque. Et, dans ce frisson, une image a surgi, moi, un jour, assise dans un fauteuil, regardant d'autres signer à ma place, parlant de moi à la troisième personne, comme d'une charge. Elle ne peut plus. Elle oublie. Il faut protéger. Protéger.
J'ai compris que leur protection n'avait rien à voir avec mon bien. Elle avait à voir avec le leur. Je n'ai pas pris le stylo. Je l'ai laissé là, immobile, comme une bête qu'on refuse de caresser. Je vais réfléchir, ai-je dit enfin. Julien a ouvert la bouche pour protester, puis il s'est ravisé. Sophie, elle, a eu ce petit rictus qui ne ressemble pas à un sourire. Ce rictus des gens qui pensent déjà gagner et qui supportent mal qu'on retarde leur victoire. Réfléchir à quoi? À hâter à elle lâcher. À ton âge, tu perds ton temps. Ces mots-là, à ton âge, je les ai reçus comme une gifle douce, une gifle sans bruit, mais qui laisse une marque. À mon âge. Comme si mon âge annulait mon histoire. Comme si mes années d'efforts, de calculs, de factures payées, de sacrifices, s'effaçaient derrière une ride. Je me suis levée, sans brusquerie. J'ai plié le papier avec soin, comme on plie quelque chose de fragile, et je l'ai posé de côté. Je suis fatiguée, et ai-je menti. Je vais me reposer. Je suis montée dans la petite chambre qu'ils appelaient ma chambre, au bout du couloir. Une chambre où l'on avait mis un lit, une commode, de cadre impersonnel. Alors, une chambre qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Sauf que je n'avais pas choisi d'y dormir. J'ai fermé la porte. Et là, seulement là, j'ai laissé mes épaules s'affaisser. Sur ma table de nuit, il y avait mon carnet. Mon carnet d'Igné, celui qui m'accompagnait depuis la mort d'André. Je l'ai ouvert. Ma main tremblait un peu, mais j'ai écrit, avec une précision presque clinique. À ton âge, tu ne comprends plus rien. Signe, Julien. Puis j'ai écrit la date. Puis j'ai écrit un mot, procuration. J'ai reposé le stylo. Et je suis restée assise au bord du lit, dans le silence épais de cette maison, qui n'était pas la mienne. En bas, j'entendais la télévision, leur voix, leur vie qui continuait sans moi. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais je savais une chose, avec une clarté terrible. Quelque chose venait de commencer. Et ce quelque chose n'avait rien à voir avec l'amour. Quand je repense à ma vie d'avant, avant cette cuisine trop brillante, avant ce stylo posé comme un ultimatum, je vois d'abord des mains. Des mains jeunes, un peu rêches, mais sûres. Les miennes. Et celles d'André. Nous nous sommes rencontrés un soir d'été, un vrai soir de province, avec des guirlandes accrochées trop haut et une musique un peu fausse qui sortait de la salle des fêtes. J'avais 20 ans. Je portais une robe bleue cousue par ma mère, une robe simple, mais je m'y sentais belle parce que je n'avais rien à prouver. André m'a invité à danser sans discours inutile. Il avait ce regard tranquille, des hommes qui n'ont pas besoin de se montrer pour exister. Sa main dans mon dos ne pesait pas, elle soutenait. J'ai compris ce soir-là que je pouvais marcher à côté de lui sans disparaître. Nous n'avons pas eu une vie éclatante. Nous avons eu une vie solide. André était menuisier. Il partait tôt, rentrait tard, avec l'odeur du bois et de la sciure sur ses vêtements. Moi, je travaillais à l'usine. Puis j'ai fait des ménages quand les enfants sont arrivés. Nous comptions chaque franc, puis chaque euro. Mais nous comptions aussi nos chances. Une maison modeste, achetée à crédit, avec un jardin à l'arrière. André avait planté un lilas le printemps suivant notre installation. Il grandira avec nous, avait Aïs dit. Il avait toujours cette façon de parler de l'avenir comme d'une chose simple et accessible. La maison s'est remplie de bruit. Julien est né le premier. Un bébé calme, observateur. Il me regardait comme s'il cherchait déjà à comprendre le monde. Claire est arrivée 2 ans plus tard, plus vive, plus rieuse. J'étais fatiguée, souvent, mais je ne m'en plaignais pas. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Les matins pressés, les repas avalés debout, les lessives tard le soir, tout cela faisait sens. J'aimais cette fatigue-là. Elle avait une utilité. Je me souviens des soirs d'hiver, tous les 4 autour de la table qu'André avait fabriquée. Une grande table en bois massif, un peu trop large pour la pièce, mais c'était notre fierté. Les enfants faisaient leurs devoirs d'un côté, André réparait quelque chose de l'autre, et moi je circulais entre eux, comme un fil invisible qui reliait tout. Nous n'étions pas une famille parfaite. Il y avait des disputes, des portes claquées, mais il y avait aussi cette certitude profonde. On était ensemble. Avec le temps, j'ai appris à m'effacer un peu. Pas par soumission, mais par habitude. Quand Julien voulait faire du sport et qu'il manquait de l'argent, je faisais des heures en plus.
Quand Claire a voulu partir étudier loin, j'ai souri en cachant mon inquiétude. Je pensais que c'était ça, être mère. Se mettre légèrement de côté pour que les autres avancent. André est tombé malade plus tôt que prévu. Une maladie sournoise, qui s'installe sans prévenir et qui vous vole quelqu'un morceau par morceau. Les hôpitaux, les salles d'attente, des silences lourds. Je suis devenue une femme de couloir. Une femme qui attend des résultats, qui apprend des mots médicaux qu'elle n'aurait jamais voulu connaître. Les enfants venaient, mais leur vie continuait. Je ne leur en voulais pas. Je me disais que c'était normal. Moi, je restais. Je tenais la main d'André. Je lui parlais de choses simples. Je faisais semblant de croire quand il disait « ça ira ». Quand il est parti, la maison est devenue trop grande. Pas physiquement, intérieurement. Chaque pièce contenait son absence. Je continuais pourtant. Je me levais, je faisais le lit, je payais les factures. Je parlais au lilas. Je parlais à la table. J'apprenais une autre forme de silence. Julien et Sophie sont entrés dans ma vie à ce moment-là. Sophie était vive, brillante. Elle parlait bien, toujours sûre d'elle. Je me suis dit que c'était une qualité. J'ai voulu l'aimer. J'ai voulu lui laisser sa place. Quand elle me corrigeait sur un mot, sur une recette, je souriais. Les temps changent, pensait âgeux. Je ne voulais pas devenir une vieille femme rigide. Les années ont passé. Les dimanches sont devenus plus rares. Les appels plus courts. Les phrases plus rapides. Je te rappelle. On est débordé. Je comprenais. Je comprenais toujours. C'était ma spécialité. Comprendre avant qu'on me le demande. Petit à petit, j'ai senti que ma place se rétrécissait. On parlait de moi à la troisième personne quand j'étais là. Elle fatigue. Elle oublie. On disait ça comme on parle de la météo, sans méchanceté apparente. Et moi, je continuais à penser que c'était temporaire. Que l'amour, le vrai, finirait par reprendre sa place. Je n'ai jamais imaginé que tout ce que j'avais construit, la maison, l'équilibre, la confiance, pouvait devenir un enjeu, un calcul. Pour moi, l'héritage n'était pas une bataille à venir. C'était une transmission naturelle, lointaine, presque abstraite. Je pensais encore que j'étais avant tout une mère, pas un dossier. Avec le recul, je vois mieux maintenant. Le bonheur ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est érodé lentement, comme une pierre sous l'eau. Et pendant que je regardais en arrière, vers ce que nous avions été, d'autres regardaient déjà devant, vers ce que je laisserais. Les premiers signes n'ont pas été violents. Ils ne le sont jamais. Ils arrivent déguisés en attention, en conseil, en remarques anodines qu'on balaie d'un sourire, pour ne pas paraître susceptible. C'est comme une pluie fine. On ne s'abrite pas tout de suite, et quand on se rend compte qu'on est trempé, il est trop tard. Au début, Julien me regardait différemment. Pas avec colère, non. Avec cette indulgence condescendante qu'on réserve aux enfants ou aux personnes âgées. Il me parlait plus lentement, articulait trop, répétait des choses simples. Tu as bien pris tes médicaments? Tu sais où tu as rangé ton sac? Je répondais calmement. Je ne voulais pas donner prise à cette image de la mère défaillante qu'il semblait déjà construire. Sophie, elle, ne faisait même pas semblant. Elle avait cette façon de sourire sans chaleur, de corriger sans demander. Quand je préparais un plat, elle reprenait la cuillère. Non, laisse, tu vas te fatiguer. Quand je racontais un souvenir, elle intervenait. Tu te trompes, ce n'était pas comme ça. Peu à peu, ma parole devenait approximative, suspecte, révisable. Je me souviens d'un déjeuner, en particulier. Un dimanche banal, la table était dressée, mais je n'étais plus au centre. On parlait par-dessus moi. On décidait sans me consulter. Sophie a dit, on pense que ce serait mieux que tu vendes la maison. Elle l'a dit, comme on annonce un changement de programme à la télévision. J'ai levé les yeux, surprise. Vendre? Pourquoi? Julien a haussé les épaules. C'est grand, ça coûte cher, et puis tu es souvent seul. Tu pourrais venir chez nous plus souvent. Plus souvent. Le mot sonnait faux. Il ne parlait pas de présence, mais de contrôle. Je l'ai senti, sans savoir encore le formuler. J'ai répondu prudemment. J'y réfléchis. Sophie a soupiré. Tu réfléchis trop. À ton âge, il faut simplifier. Encore cette phrase. À ton âge.
comme une gomme qui efface tout le reste. Les petites humiliations se sont installées dans le quotidien. Des détails, toujours des détails. On me demandait si j'avais bien fermé la porte, alors que je l'avais toujours fait. On vérifiait mes sacs. On me rappelait des choses que je n'avais pas oubliées. Et si je protestais, même doucement, on me regardait avec inquiétude. Tu t'énerves pour rien. Un jour, j'ai cherché mes clés pendant plusieurs minutes. Elles n'étaient pas à leur place habituelle. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. Sophie est arrivée, les clés à la main. Oh, je les avais prises pour faire un double. On ne sait jamais, si tu fais une chute. Elle a dit chute, comme on dit pluie. Inévitable. Prévisible. Je me suis sentie envahie, violée presque, mais je n'ai rien dit. J'ai souri, comme toujours. Je me suis dit que c'était pour mon bien, que c'était de l'inquiétude. Je voulais y croire. Mais à l'intérieur, quelque chose se fendillait. Je me sentais de plus en plus seule, même entourée, invisible, présente physiquement, mais absente des décisions. On parlait de moi comme d'un futur problème. Quand maman ne pourra plus, il faudra penser à. Ces phrases commençaient toujours par quand, jamais par si, ni. Je me suis mise à douter de moi. C'est ça, le plus dangereux. Pas la violence frontale, mais cette lente érosion de la confiance. Est-ce que j'avais vraiment oublié se rendait à vous? Est-ce que j'avais vraiment mal compris? Je me surprenais à vérifier 2 fois, 3 fois, à noter des choses simples dans mon carnet, comme une élève appliquée, qui craint la faute. Les repas devenaient un terrain miné. Tu manges trop salé? Tu devrais faire attention au sucre. Tu devrais t'asseoir autrement. Chaque remarque était une petite piqûre, pas assez forte pour provoquer une réaction, mais assez répétée pour faire mal. Et Julien, mon fils, restait silencieux. Ce silence-là me blessait plus que les mots de Sophie. Parce qu'il était complice. Je continuais pourtant à me taire. Par peur, oui. Peur de perdre ce qui me restait. Peur de rompre définitivement. J'avais été élevée dans l'idée que la mère doit maintenir la paix, coûte que coûte. Même au prix d'elle, à même. Alors je souriais. Je disais merci. Je minimisais. Un soir, j'ai entendu Sophie parler au téléphone dans le salon. Elle ne savait pas que j'étais dans le couloir. Oui, elle décline. Non, pas encore. Mais ça ne va pas durer. Oui, on s'organise. Je suis restée figée. Ces mots-là, je ne pouvais plus les transformer en malentendus. Elle décline. J'étais devenue un dossier, un problème à anticiper. Ce soir, je me suis enfermée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était marqué, oui. Mais mes yeux étaient clairs. Je n'étais pas perdue. J'étais lucide. Et pourtant, on me construisait déjà une autre identité. J'ai pleuré cette nuit Pas bruyamment. En silence, comme j'avais appris à le faire. Je pleurais l'injustice, mais aussi ma propre lâcheté. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais je n'osais pas encore le nommer. Je pensais encore pouvoir arranger les choses, en étant plus douce, plus discrète, plus reconnaissante. Avec le recul, je comprends que c'est précisément cette douceur qu'ils exploitaient. Chaque concession devenait un pas de plus vers ma disparition. Et moi, je confondais encore l'amour avec le sacrifice. Les premiers signes étaient là, clairs, répétés. Mais je n'avais pas encore trouvé la force de dire non. La goutte d'eau n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas la table. Elle tombe, simplement, au moment exact où l'on ne peut plus faire semblant de ne rien sentir. Ce jour-là, Sophie m'avait demandé d'aller chercher un paquet dans la voiture. Il faisait froid, un de ces froids secs qui font craquer les articulations. J'ai mis mon manteau lentement, en prenant soin de ne pas oublier mon écharpe. Dans la cour, l'air sentait l'hiver et le bitume mouillé. J'ai ouvert le coffre, cherché à droite, à gauche. Rien. J'ai refermé, puis rouvert, pensant avoir mal vu. Toujours rien. Je suis remontée, un peu essoufflée. La porte du bureau était entr'ouverte. Ce bureau, je n'y entrais jamais. C'était l'espace de travail de Sophie, un lieu tacitement interdit, comme si j'avais besoin d'autorisation pour franchir le seuil de leur intimité professionnelle. Mais ce jour-là, la porte entr'ouverte semblait m'appeler. Sur le bureau, il y avait une chemise cartonnée grise. Épaisse. Mon nom était écrit dessus, en lettres capitales.
Au marqueur noir, héritage, maman. Je me suis arrêtée net. J'ai senti un vertige, comme si le sol se dérobait légèrement sous mes pieds. Mon prénom n'était plus qu'un mot, un titre, une catégorie. Je n'étais plus une personne. 3. J'étais un dossier. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte. Peut-être parce que mon corps savait avant ma tête que la vérité se trouvait là. À l'intérieur, il y avait des photocopies de mes relevés bancaires, des documents administratifs, des notes manuscrites. Certaines phrases étaient surlignées. Des chiffres entourés. Mes chiffres. Ma vie, transformée en colonne. Et puis j'ai vu le document qui m'a glacé. Une demande de mise sous protection juridique. Les mots étaient froids, précis. Altération des facultés. Incapacité à gérer les affaires courantes. Altération. Mesure de curatelle envisagée. Mon nom figurait en haut de la page. En bas, un espace prévu pour une signature. Pas la mienne. Je me suis assise sur la chaise du bureau. Mes jambes ne me portaient plus. J'entendais un bourdonnement dans mes oreilles, comme un lointain moteur. J'ai relu le texte, lentement, pour être sûre de ne pas me tromper. Je n'étais pas folle. Je n'avais rien inventé. Il préparait cela. En silence. Derrière mon dos. Il y avait même un post-it collé sur une feuille. RDV Docteur Lemaire, certificat. Un certificat médical. Il comptait faire attester que je n'étais plus capable pour pouvoir décider à ma place. Pour prendre le contrôle de mes comptes, de ma maison, de mes choix. À cet instant précis, quelque chose s'est cassé en moi. Pas de façon bruyante, pas comme une explosion, plutôt comme une corde trop tendue qui cède. Toute la bienveillance que j'avais accumulée, tous les doutes que j'avais retournés contre moi à même, se sont soudain réorganisés. Je n'étais plus dans l'hypothèse. J'étais dans la preuve. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ressenti une colère froide, lucide, presque méthodique. Une colère qui ne cherche pas à détruire, mais à comprendre et à agir. J'ai refermé la chemise exactement comme je l'avais trouvée. J'ai lissé la couverture, replacé les feuilles. J'ai refermé la porte du bureau. Mes gestes étaient lents, contrôlés. Je savais, instinctivement, que tout mouvement brusque serait une erreur. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai sorti mon carnet, mes mains tremblaient un peu, mais j'ai écrit. Tout, le titre de la chemise, les mots précis du document, le nom du médecin, la date approximative du rendez-vous. Chaque détail était important. Ce carnet n'était plus un simple refuge. Il devenait un témoignage. Je me suis allongée sur le lit, les yeux ouverts. Les images se bousculaient. Moi, assise dans un fauteuil, privée de mes moyens. Moi, dépendante, surveillée, dépossédée. Ils appelleraient ça protection. Moi, je voyais un effacement. Aïe! Et pourtant, au milieu de cette peur, une décision s'est imposée. Claire, nette, sans négociation intérieure. Je ne serai plus victime. Pas d'eux. Pas de cette logique froide qui transforme l'amour en pouvoir. J'ai repensé à André, à sa voix calme, à sa façon de me dire « Quand on te presse, c'est qu'on te vole ». J'ai compris que la pression, elle était là depuis longtemps. Je l'avais juste tolérée par amour, par habitude, par peur de la solitude. Ce soir, à table, j'ai été plus silencieuse que d'habitude. Sophie parlait, Julien acquiesçait. Il ne se doutait de rien. Il pensait encore contrôler le rythme, le scénario. Je mangeais lentement, en les observant. Je notais mentalement leurs gestes, leurs phrases, non par rancune, mais par lucidité. Je n'avais plus l'intention de me justifier. Ni de supplieur, ni de pleurer. La bataille n'était plus émotionnelle. Elle devenait légale. Et dans ce domaine-là, le silence, la précision et le temps sont des armes redoutables. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mais ce n'était plus l'insomnie de la peur. C'était l'éveil. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je devais faire. Les nuits qui ont suivi ont changé de texture. Ce n'était plus seulement l'insomnie nerveuse de l'angoisse, ni le chagrin sourd qui m'avait accompagné après la mort d'André. C'était autre chose. Une veille tendue, lucide, presque studieuse. Mon corps reposait à peine, mais mon esprit, lui, travaillait sans relâche.
Je restais allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter la maison respirer, le tic-à-tac lointain de l'horloge, le chauffage qui se déclenchait par à-coups. Les pas de Julien quand il se levait pour aller boire de l'eau. Chaque bruit me rappelait que je n'étais plus chez moi, que je vivais dans un espace où je n'étais tolérée que tant que je restais docile. Je repassais les scènes dans ma tête. La chemise grise, les mots exacts, le post-it avec le nom du médecin. Je me les répétais comme on récite une leçon, de peur qu'il ne se dilue au matin. J'avais compris une chose essentielle. Le doute était leur allié, la clarté serait le mien. Mais alors j'ai commencé à noter. Tout. Pas seulement les faits graves, mais aussi les détails. Les phrases prononcées, les dates approximatives, les regards. Mon carnet s'est rempli d'une écriture serrée, parfois tremblée, parfois étonnamment ferme. Écrire me calmait. Mettre des mots, c'était reprendre le contrôle d'un récit qui tentait de m'arracher. Je me posais des questions simples, presque naïves, mais fondamentales. Qu'ont-ils le droit de faire, légalement? Qu'est-ce qu'une curatelle? Vraiment? Qui décide? Sur quels critères? Je réalisais à quel point l'ignorance rend vulnérable et à quel point la connaissance peut devenir une protection. Le lendemain, j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire auparavant. J'ai cherché des informations par moi-même. Discrètement. À la bibliothèque municipale, j'ai demandé des brochures sur les droits des personnes âgées. La bibliothécaire m'a regardé sans jugement. Elle m'a tendu des documents, calmement. J'ai ressenti un soulagement étrange. Dehors, dans le monde, je n'étais pas encore cette femme déclinante qu'on décrivait dans leur dossier. Mais je lisais lentement. Je soulignais. J'apprenais. J'ai compris qu'une mise sous protection ne se décidait pas à la légère, qu'il fallait des preuves, des expertises, un juge. J'ai compris aussi que beaucoup de familles utilisaient ce mécanisme, non pour protéger, mais pour contrôler. Cette découverte m'a révoltée, autant qu'elle m'a rassurée. Je n'étais pas un cas isolé. Et surtout, je n'étais pas impuissante. Je priais parfois. Pas de longues prières. Des phrases murmurées, presque honteuses. Donne à moi la force de rester droite. Aide à moi à ne pas devenir amère. Je ne demandais pas vengeance. Je demandais de la clarté, de la dignité. La journée, je continuais à jouer mon rôle. Je faisais semblant de ne rien savoir. Je remerciais Sophie pour des gestes insignifiants. Je demandais conseil, parfois, exprès, pour nourrir leur illusion de contrôle. À l'intérieur, pourtant, quelque chose avait basculé. Je n'attendais plus qu'il change. J'acceptais enfin l'idée qu'il ne changerait pas. Ouais. Un après-midi, j'ai appelé Claire, ma fille, pas pour tout lui dire. Pas encore. Juste pour entendre sa voix. Elle m'a parlé de son travail, de ses enfants. Je l'écoutais. Et quand elle m'a demandé « Et toi, maman, ça va ?» J'ai répondu « Oui. » Je réfléchis. Elle a ri doucement. Elle n'a pas compris. Moi, si. Peu à peu, mon conflit intérieur s'est clarifié. Jusqu'alors, je luttais entre deux peurs. La peur d'être dépouillée et la peur de perdre ma famille. Cette nuit à là, en regardant le plafond, j'ai compris que la famille qui exige votre effacement n'est déjà plus une famille. Et que me battre pour ma dignité n'était pas trahir l'amour maternel, mais le prolonger autrement. Je ne voulais pas les détruire. Je voulais me protéger. Cette nuance était essentielle. Elle m'a empêché de sombrer dans la haine. Elle a donné une direction à mes pensées. Je n'agirai pas dans la colère, mais dans la méthode. À l'aube, alors que la lumière commençait à filtrer à travers les rideaux, j'ai fermé mon carnet. J'avais un plan, encore flou, mais réel. Je savais à qui parler. Je savais quoi ne plus signer. Je savais, surtout, que le temps pouvait travailler pour moi si je cessais de le subir. Je me suis levée ce matin à là avec une fatigue profonde, mais aussi avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. Pas de la joie, pas encore. Mais une détermination calme. Celle d'une femme qui a enfin cessé de douter de sa propre légitimité. La préparation de ma revanche n'a rien eu de spectaculaire. Elle ne ressemblait pas aux scènes qu'on voit dans les films, avec des portes claquées et des révélations tonitruantes. Elle s'est faite dans le calme, la discrétion, presque dans l'ombre. Comme tout ce qui est sérieux, la première chose que j'ai comprise, c'est que je ne devais parler à personne, ni me justifier, ni expliquer.
Tant que je resterai silencieuse, il continuerait à me croire faible, confuse, dépendante. Ce masque de docilité, je l'ai accepté comme une protection. Je l'ai porté sans honte. Un matin, j'ai demandé à Julien s'il pouvait m'emmener à la pharmacie. Il a accepté sans poser de questions. Sophie n'était pas là. Dans la voiture, je regardais les rues défiler avec une attention nouvelle, comme si je les voyais pour la première fois. J'avais l'impression de préparer une fuite intérieure, une échappée invisible. À la pharmacie, j'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai traversé la rue et je suis entrée dans une agence bancaire que je ne connaissais pas. Une banque simple, sans prétention. La conseillère m'a regardée avec surprise, mais aussi avec respect. Je lui ai dit calmement que je voulais ouvrir un compte à mon nom, seul. Rien d'extravagant. Juste un compte, sans procuration, sans accès tiers. Elle m'a posé des questions. J'y ai répondu avec précision. Elle m'a demandé si quelqu'un m'accompagnait. J'ai répondu non. Elle a hoché la tête, sans commentaire. À ce moment-là, j'ai senti une fierté discrète. Je faisais quelque chose pour moi, par moi. J'ai aussi demandé une boîte postale. Une adresse neutre, où les courriers importants arriveraient sans passer par la maison de Julien. C'était un détail, mais un détail vital. Les détails, je l'avais appris, sont la clé de la liberté. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré le notaire. Pas celui que la famille connaissait. Un autre, Maître Delaunay. Son bureau sentait le bois ciré et le papier ancien. Je me suis sentie immédiatement à l'aise. Il m'a écouté sans m'interrompre, sans lever un sourcil quand j'ai évoqué la chemise grise, le projet de curatelle, les pressions. Moi, vous êtes parfaitement lucide, madame, Maatea, il dit simplement. Ces mots-là m'ont presque fait pleurer. Pas parce qu'ils étaient flatteurs, mais parce qu'ils validaient ce que l'on tentait de m'enlever. Ma crédibilité. Nous avons parlé longtemps. De mes biens, de mes droits, de ce que je pouvais faire pour me protéger. Il m'a expliqué les mécanismes juridiques, lentement, avec pédagogie. J'ai compris que la loi pouvait être un rempart, à condition de la connaître et de l'utiliser avant que d'autres ne le fassent à votre place. J'ai pris une décision lourde, douloureuse, mais nécessaire. Vendre la maison. Ma maison. Celle où j'avais aimé, pleuré, élevé mes enfants. Celle qu'André avait façonnée de ses mains. Ce n'était pas un renoncement. C'était une reprise de pouvoir. Tant que cette maison existait, elle resterait l'objet de leur convoitise, le centre de leurs calculs. En la vendant, je retirais le sol sous leurs pieds. Le notaire m'a mise en relation avec un agent immobilier discret. Tout s'est fait sans bruit. Les visites, les échanges, les signatures préliminaires. Aucun document n'est passé par Julien ou Sophie. Tout transitait par mon notaire et ma boîte postale. Je me sentais protégée, entourée par une structure claire, solide. En parallèle, j'ai transféré une partie de mes économies vers mon nouveau compte. Pas brutalement. Progressivement, de petites sommes, à intervalles réguliers. Je savais qu'un mouvement trop visible éveillerait les soupçons. La patience était mon allié. Et pendant ce temps-là, je continuais à jouer mon rôle. Je disais merci. Je demandais de l'aide pour des choses que je savais faire. Je laissais Sophie me corriger. Je baissais les yeux quand Julien parlait fort. Il se sentait conforté. Il pensait que leur plan avançait. Je rédigeais aussi mon testament, avec calme, avec lucidité. Pas par vengeance, mais par justice. Je voulais que ce que j'avais construit serve à protéger, pas à écraser. Le notaire m'a aidé à formuler les choses, clairement, sans ambiguïté. Chaque mot pesait. Il y avait des soirs où le doute revenait, où je me demandais si je n'allais pas trop loin, si je ne brisais pas quelque chose d'irréparable. Alors je pensais à la chemise grise, à mon nom écrit comme sur un dossier médical, et le doute s'effaçait. Je n'étais pas en train de détruire ma famille. Je me sauvais. Chaque démarche accomplie renforçait ma colonne vertébrale intérieure. Je marchais plus droite. Je respirais mieux. La peur reculait, remplacée par une forme de calme nouveau. Je n'avais pas encore gagné. Mais je n'étais plus prisonnière. La préparation était terminée. Il ne restait plus qu'à attendre le moment où le piège se refermerait. Le moment de la confrontation n'est pas arrivé comme une tempête. Il est venu presque banalement, un soir ordinaire, alors que la soupe refroidissait sur la table,
et que la télévision murmurait en fond. C'est souvent ainsi que la vérité surgit, sans décorum, sans avertissement. Julien est entré dans ma chambre sans frapper. Je savais déjà, à sa manière de tenir la poignée, que quelque chose n'allait pas comme prévu pour eux. Il avait ce visage fermé qu'il prenait autrefois enfant quand il avait fait une bêtise et qu'il cherchait encore une issue. « Maman, a Théaïs dit, Sophie dit que tu retardes les papiers. Il faut avancer. On a pris rendez-vous chez le médecin pour ton dossier, et... » Yves s'est arrêté. Il venait de prononcer le mot qu'il ne fallait pas. Dossier. Pas situation. Pas aide, dossier. Sophie est apparue derrière lui, les bras croisés, déjà prête au combat. On ne peut plus continuer comme ça, a-t-elle lancé. Tu refuses de signer, tu oublies des choses, tu nous mets en difficulté. Il faut être raisonnable. Raisonnable. J'ai pensé à la chemise grise, à mon nom écrit en lettres capitales. J'ai pensé à toutes les concessions avalées en silence. Et j'ai senti, pour la première fois, une stabilité profonde en moi. Plus de tremblement. Plus d'hésitation. Quel dossier? ai-je demandé calmement. Julien a détourné le regard. Rien. Des papiers pour t'aider. Sophie a pris le relais, plus sèche. Tu fais semblant de ne pas comprendre. On veut te protéger. Tu n'es plus en état de gérer seul. Je me suis levée lentement. Mon corps était lent, oui, mais mon esprit était net. J'ai posé mon carnet sur la table de nuit, comme on pose une pièce à conviction. Je ne signerai rien, ai-je dit. Sophie a ricané. Tu n'as pas le choix. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le piège était mûr. Il se croyait déjà vainqueur. Il parlait comme si tout était décidé. C'était maintenant. La maison est vendue, ai-je dit. Le silence a été brutal. Julien a relevé la tête d'un coup. Quoi? Sophie a cligné des yeux, incrédule. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Si, ai-je répondu. C'est ma maison. Le compromis est signé, la vente sera finalisée chez le notaire. Elle a avancé d'un pas, la voix plus aiguë. Tu mènes. Tu n'as pas pu faire ça sans nous. J'ai un notaire, ai-je ajouté. Et un compte à mon nom. Le mot notaire a frappé juste. Je l'ai vu dans ses yeux, la peur nue, celle qui ne se cache plus derrière les bonnes intentions. Julien, lui, pâlissait. Il balbutie des phrases incohérentes. Mais, et toi, tu vas vivre où? Ce n'était pas moi qu'il voyait. C'était le plan qui s'effondrait. J'ai déjà un endroit, ai-je dit. Et tout est légal. Sophie a explosé. Les reproches, les insultes voilées, puis ouvertes. Elle m'a traité d'égoïste, d'ingrate, de manipulatrice. Elle a même laissé échapper cette phrase qui disait tout. On aurait dû lancer la curatelle plus tôt. Julien a essayé de me prendre le bras. Maman, arrête. On peut discuter. Je me suis dégagée doucement. J'ai discuté pendant des années. Julien. En silence. Ils ont compris à cet instant précis qu'ils avaient perdu. Pas seulement la maison. Le contrôle. Le pouvoir. Leur colère s'est transformée en supplication, puis en menace, puis en un chaos verbal où chacun cherchait à sauver ce qui restait de son intérêt. Après la confrontation, la maison n'a plus jamais été la même. Pas celle que j'avais connue, déjà fissurée par les non-dits, mais cette maison où Julien et Sophie vivaient et où je n'étais plus qu'un corps encombrant. L'air y est devenu irrespirable, chargé d'une électricité mauvaise. Chacun marchait sur des braises invisibles, mais plus personne ne faisait semblant. Le premier choc a été le silence. Un silence lourd, agressif, presque théâtral. Plus de bonjour, plus de questions feintes sur ma santé. Sophie claquait les portes, laissait traîner des papiers sur la table, parlait au téléphone en chuchotant à moitié. Suffisamment fort pour que j'entende des mots comme avocat, abus, trahison. Julien, lui, oscillait entre la colère sourde et une culpabilité maladroite. Il évitait mon regard, comme s'il craignait d'y voir sa propre lâcheté. Très vite, la tension a contaminé le reste de la famille. Les appels ont commencé. Des cousins éloignés, une tante que je n'avais pas vue depuis des années. Tous posaient les mêmes questions, avec des mots différents. C'est vrai que tu as vendu la maison sans prévenir? Julien est très affecté, tu sais. Tu aurais pu en parler, quand même.
Personne ne me demandait comment j'allais. On cherchait à comprendre le désordre, pas la douleur. Je répondais peu. Des phrases simples. Oui, c'est légal. Oui, j'y ai réfléchi longtemps. Non, je n'ai pas été manipulée. Chaque réponse était une pierre posée calmement sur un édifice qu'il tentait de faire passer pour un scandale. Sophie a essayé de reprendre la main. Elle a convoqué une sorte de réunion familiale improvisée un dimanche après-midi. Elle voulait clarifier, apaiser, trouver une solution raisonnable. J'y ai assisté, silencieuse. Je la regardais jouer son rôle de médiatrice, parlant de malentendus, de fatigue, de peur pour moi. Elle utilisait mon âge comme une excuse générale, un voile commode, pour masquer ses intentions. À un moment, elle a dit « Il faut reconnaître que maman n'est plus comme avant. Elle prend des décisions impulsives. » Je l'ai regardée, sans colère. J'ai pris cette décision après des mois de réflexion. Avec un notaire, et j'ai répondu. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la protection. Un malaise a parcouru la pièce. Julien a baissé la tête. Quelqu'un a toussé. Le mot protection avait changé de camp. Et Sophie l'a compris. Son visage s'est fermé. Elle ne contrôlait plus le récit. Les masques sont tombés les uns après les autres. Des reproches anciens ont ressurgi. Julien m'a accusé de l'avoir toujours préféré à Claire. Claire l'a accusé de s'être vendue pour de l'argent. Des histoires de prêts jamais remboursés, de promesses non tenues, de jalousies mal cicatrisées ont éclaté. J'assistais à tout cela comme à un effondrement que je n'avais pas provoqué, mais que mon silence avait longtemps retardé. Je me suis sentie étrangère à ce chaos. Comme si, en me défendant, j'avais franchi une frontière invisible. Je n'étais plus prise dans leur conflit. J'observais. Et cette distance-là, paradoxalement, me protégeait. Julien est venu me voir seul, quelques jours plus tard. Il était épuisé. Il parlait vite, confusément. Il disait qu'il n'avait jamais voulu en arriver là, qu'il avait été influencé, qu'il avait cru bien faire. Je l'ai écouté, longtemps. Puis je lui ai dit, « Tu as laissé quelqu'un décider à ta place. Et tu m'as regardé comme un obstacle, pas comme ta mère. » Il a pleuré. Pas de grandes larmes. Des larmes retenues, tardives. Cela m'a touchée, mais je n'ai pas effacé ce qui avait été dit et fait. L'éclatement familial n'était pas une punition. C'était une conséquence. Claire, elle, s'est rapprochée. Elle m'a appelé plus souvent. Elle m'a demandé pardon de ne pas avoir vu plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas à elle de porter cette faute. Les familles éclatent rarement à cause d'un seul geste. Elles éclatent à cause de tout ce qu'on accepte trop longtemps. Oui, Sophie a disparu de ma vie sans un mot. Et, contre toute attente, cette absence m'a apporté une forme de paix. Certaines présences sont plus destructrices que les silences. Les semaines ont passé. La vente s'est finalisée. Les papiers ont été signés. Tout était irréversible. Et, avec chaque étape administrative, un peu de tension quittait mon corps. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. La famille, elle, se réorganisait sans moi. Des alliances se faisaient et se défaisaient. Des versions circulaient. J'étais tour à tour la mère courage, la vieille manipulée, l'égoïste froide. J'ai cessé de corriger ces récits. J'ai compris que chacun avait besoin de sa propre histoire pour survivre à la vérité. Moi, j'avais la mienne. Et pour la première fois, elle ne dépendait plus de leur regard. Je suis partie un matin sans éclat, sans larmes théâtrales. Un matin clair, presque doux, comme si le ciel avait décidé de ne pas ajouter de poids à ce que je portais déjà. J'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Ce geste, simple en apparence, contenait toute une vie de retenue, enfin relâchée. Mestre, mon nouvel appartement se trouvait en bord de mer, dans une petite ville, où personne ne connaissait mon histoire. Un 2 à pièces, modeste, lumineux, avec un balcon étroit qui donnait sur l'horizon. Rien de luxueux, mais il y avait l'essentiel. L'air, la lumière, le silence choisi. Et surtout, il n'y avait aucun regard pour me mesurer, m'évaluer, m'attendre au tournant. Les premiers jours, j'ai vécu lentement. Très lentement. Comme si mon corps avait besoin de réapprendre le rythme naturel des choses. Je faisais mon café sans me presser. Je laissais l'eau bouillir un peu trop longtemps, juste parce que je pouvais. Je m'asseyais sur le balcon, enveloppé dans un châle, à écouter le bruit des vagues. Ce bruit-là ne juge pas.
Il va et vient, indifférent aux histoires humaines. J'ai redécouvert des plaisirs minuscules que j'avais oubliés. Choisir mon pain au marché. Marcher sans but précis. M'arrêter quand mes jambes me le demandaient, pas quand quelqu'un d'autre le décidait pour moi. J'ai acheté des plantes, du basilic, du romarin. Des regards dépoussés me donnaient l'impression de participer encore à quelque chose de vivant. Les rencontres se faisaient naturellement. Une voisine, Madeleine, m'a apporté un jour une part de gâteau. Pour souhaiter la bienvenue, nous avons parlé de tout et de rien. Elle ne m'a pas posé de questions intrusives. Elle ne savait pas qui j'étais avant. Elle me voyait telle que j'étais maintenant. Une femme calme, un peu fatiguée, mais présente. Je suis devenue une habituée d'un petit café près du port. Le serveur m'appelait Madame, avec cette politesse simple qui ne rabaisse pas. Je lisais, j'observais. Personne ne me pressait. Personne ne me surveillait. Cette absence de contrôle était un baume. Je pensais souvent à André. Dans ce nouveau silence, sa présence me semblait plus douce. Je lui parlais parfois à voix basse. Je lui racontais la mer, et marchés, les gens. Je lui disais aussi mes doutes. Car il y en avait encore. Des soirs où la solitude pesait. Des soirs où je me demandais si j'avais été trop dure, trop radicale. Le pardon est venu lentement. Pas comme une décision, mais comme un glissement. Je n'ai pas pardonné l'acte. Je n'ai pas effacé la trahison. J'ai pardonné pour ne plus porter leur poids en moi. Julien m'appelait parfois. Nos conversations étaient prudentes, sincères, mais fragiles. Il apprenait à me parler autrement, pas comme à une chose à gérer, comme à une personne. Avec Claire, le lien s'est renforcé. Elle venait me voir. Nous marchions ensemble le long de la plage. Elle me racontait sa vie. Je l'écoutais sans vouloir corriger, sans vouloir diriger. J'avais appris que l'amour n'a pas besoin de contrôle pour exister. Je me suis surprise à rire, un jour, franchement, en regardant un groupe d'enfants courir sur le sable. Ce rire m'a étonnée moi-même. Il venait de loin. Il venait d'un endroit en moi que je croyais éteint. Mais la nouvelle vie n'était pas une victoire éclatante. C'était une réparation, une façon de recoller les morceaux sans chercher à redevenir celle que j'étais avant. J'étais autre, plus lente, plus lucide, et étrangement plus libre. Je savais que certains ne comprendraient jamais, que pour eux, je resterais celle qui a tout cassé. J'ai accepté cette idée. La paix intérieure demande parfois de renoncer à être comprise de tous. Chaque soir, quand le soleil se couchait sur la mer, je me disais que j'avais choisi la sérénité plutôt que la rancune. Ce choix-là, personne ne pouvait me l'enlever. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas justifié chaque décision. J'ai laissé les faits parler. Le notaire. Les signatures. Les dates. Tout ce qu'il n'avait pas anticipé parce qu'il m'avait sous-estimé. Les jours suivants ont été une succession d'appels, de messages, de changements de ton. Sophie a tenté la douceur. Julien a tenté la culpabilité. Tu détruis la famille, m'a hâté à il dit. J'ai pensé, la famille était déjà détruite. Elle tenait seulement par mon silence. Je me suis tenue droite. Chaque tentative glissait sur moi. Le piège s'était refermé, non pas sur eux par cruauté, mais parce qu'ils avaient marché d'eux à même vers l'abîme qu'ils creusaient. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. Le soir tombe plus vite ici. La lumière glisse sur l'eau, s'effiloche, puis disparaît sans bruit. J'aime ce moment précis où le jour renonce. Il ressemble à ce que j'ai vécu. Rien de brutal, rien de spectaculaire, juste un passage. Je m'assieds souvent face à la mer, les mains posées sur mes genoux, le dos droit. Mon corps a vieilli. Oui, il se rappelle à moi par des raideurs, par des lenteurs. Mais mon esprit, lui, n'a jamais été aussi clair. Dans ce calme retrouvé, les souvenirs remontent sans me heurter. Ils viennent comme des visiteurs que je peux enfin accueillir sans peur. Je pense à la femme que j'étais autrefois. Celle qui s'excusait trop. Celle qui croyait que l'amour exigeait le sacrifice permanent. Celle qui confondait patience et effacement. Je ne la méprise pas. Je la respecte. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait. Elle a tenu quand il fallait tenir. Mais elle s'est tue trop longtemps. Je pense aussi à Julien. À l'enfant qu'il a été. À l'homme qu'il est devenu. Il m'arrive de ressentir une pointe de tristesse pour ce que nous avons perdu,
pour ce lien abîmé par le pouvoir et l'argent. Mais cette tristesse n'est plus une blessure ouverte. C'est une cicatrice. Elle fait partie de moi, sans me gouverner. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai cessé d'en subir une. Cette nuance est importante. Il n'y a pas eu de triomphe, pas de revanche tapageuse. Il y a eu une reprise de soi. Une reconquête silencieuse de ma dignité. Parfois, je repense à la chemise grise, à mon nom écrit en lettres capitales, comme sur un dossier médical. Ce souvenir ne me met plus en colère. Il me rappelle simplement le moment exact où j'ai compris que personne ne viendrait me sauver à ma place. Et que c'était très bien ainsi. J'ai appris tardivement, mais profondément, que l'âge ne diminue pas la légitimité. Qu'il n'efface ni l'intelligence, ni la lucidité, ni le droit de dire non. J'ai appris que se défendre n'est pas une trahison. Que poser des limites n'est pas un abandon de l'amour. C'est parfois sa dernière forme honnête. Je pense souvent aux femmes comme moi. Celles qui gardent le silence pour préserver la paix. Celles qui acceptent l'inacceptable par peur de la solitude. Celles qu'on appelle compliquées, dès qu'elles cessent d'obéir. Si je pouvais leur parler, je ne leur dirais pas de se battre. Je leur dirais d'écouter ce moment précis où quelque chose se brise à l'intérieur. Ce moment n'est pas une faiblesse, c'est un signal. La société parle beaucoup de respect, mais elle oublie souvent les femmes âgées. On les infantilise. On décide pour elles. On leur vole leur voix sous prétexte de bienveillance. Pourtant, elles portent des vies entières de décision, de travail, de courage discret. Elles méritent d'être écoutées jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait vraiment, mais je sais une chose. Ce temps m'appartient. Chaque matin où je me réveille sans crainte d'une signature forcée, sans peur d'un regard qui juge, est une victoire intime. Une victoire sans spectateur. Il y a parfois une légère mélancolie. Oui, la victoire a un prix. Celui de l'illusion perdue. Celui d'un certain regard sur la famille, sur la transmission, sur l'amour inconditionnel. Mais je préfère cette mélancolie honnête à une paix factice construite sur mon effacement. Je regarde la mer une dernière fois avant de rentrer. Le vent est frais. Je ferme les yeux. Je respire. Je suis encore là, entière, debout. Et si mon histoire doit laisser une trace, qu'elle soit celle-ci, on peut se taire par amour. Mais il arrive un moment où le silence devient une protection. Le silence peut aussi être une forme de justice.